Bonsoir Jodie Foster. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En général, quand on commence l'émission, on met toujours une musique qui peut-être peut vous rappeler quelque chose. Est-ce que cette musique de Georges Delerue, de La Nuit américaine, ça vous parle? François Truffaut. Oui, un petit peu, c'est Georges Delerue, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, et surtout, regarde, ça me fait des souvenirs. Ça, ce film-là, pourquoi? Parce que quand vous découvrez ce cinéma de Truffaut... J'avais peut-être 13 ans, 14 ans, peut-être moins, quand j'ai vu pour la première fois. Et comme j'étais fille de cinéma, j'avais vécu avec toutes les équipes. Pour moi, c'était vraiment un film qui me parlait beaucoup de ma vie à moi. Voilà, parce qu'il se replonge dans cet univers des coulisses d'un tournage de cinéma. Et il y a cette musique de Georges Delerue, on voit Jacqueline Bisset. Oui. Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud. On va écouter François Truffaut. Voilà, lui, ce qu'il disait de ce que le cinéma pouvait être pour lui. On va voir si c'est la même chose pour vous. Regardez. On crée une vie à côté de la vie réelle. Et dans cette vie, moi, je pense qu'elle est améliorée parce que c'est une vie débarrassée des embouteillages, si vous voulez. C'est une vie débarrassée des temps morts. On est soi-même dans un état assez intense et on crée une vie intense. On crée une vie où il ne se passe que des choses intéressantes. Alors, avec le recul maintenant, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? La vie du cinéma ou la vie réelle? Oh, je sais pas, c'est une mélange des deux, non? Ouais. C'est plutôt, j'ai vu les deux, j'ai vécu les deux. Pour moi, la vie réelle a toujours été une bulle, parce que j'étais j'étais née, éduquée d'une façon assez spéciale, à la française, dans le cinéma, à Hollywood. Et la vie populaire, la vie réelle de tous les jours, remplir des formulaires. C'est pas toujours la magie. C'est pas toujours la magie, mais c'est réel. C'était ça que j'arrivais à voir à travers le cinéma. On va ouvrir ce soir le livre de votre histoire. On va voir défiler beaucoup de choses. Cannes, regardez, les Oscars, Une enfant star, l'agent Starling, Robert De Niro, François Truffaut, on vient d'en parler, Meryl Streep, La haine, un astéroïde, quelques petites choses énigmatiques comme ça, parce que les gens ne savent pas tout. Jodie Foster, vous êtes à Paris pour quelques jours, donc pour ce film, Vie privée de Rebecca Zlotowski. Vous et nous, c'est une histoire d'amour depuis longtemps entre la France. Quand vous arrivez à Paris, ça vous fait toujours quelque chose? Ben oui, c'était surtout ma mère qui était complètement amoureuse de la culture française. Et pourtant, elle n'avait jamais voyagé. Alors, à l'âge de 50 ans, elle n'avait jamais quitté les États-Unis. Peut-être une fois pour le Mexique, mais sinon... Et elle est venue ici, elle a pris une tournée en bus pour voir les châteaux. Et elle est revenue en disant, c'est fini, tu vas apprendre le français, tu vas devenir une actrice française et on va quitter les États-Unis. Tout ce qu'elle a voulu faire, c'était de vivre à Paris, une sorte de fantaisie de la vie française. Vous avez même eu un appartement pendant longtemps à Paris. Oui, j'avais un appartement au Lys Saint-Louis, je sais pas, pendant 35 ans. Puis après, je l'ai vendu. Alors, nous, on voulait vous le dire, je suis un peu le porte-parole des Français, on vous aime depuis très longtemps. Et c'est vraiment une histoire. Pourquoi? Parce que, pas seulement parce que vous parlez français, parce qu'on est très, vous savez, on est un peu égocentrique, les Français. Mais c'est surtout ça. Ça, on pourrait penser que ce soit ça. C'est pas ça. C'est parce que vous êtes singulière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous êtes à part. Vous êtes à part à Hollywood, à part par rapport aussi à votre culture française que vous évoquez pour nous. D'ailleurs, Daniel Auteuil, quand il a tourné avec vous dans ce film Vie privée, il m'a dit... J'avais l'impression de tourner avec une personne que je connaissais déjà. Et moi aussi, parce qu'il était comme mon frère. Je connaissais son visage, je connaissais son corps, je connaissais sa grande beauté. Depuis tous les films que j'ai vus de lui pendant des années. Alors c'était tout de suite, on a mis une sorte de chimie, parce que c'était comme si je l'ai connu toujours. On va revenir sur ce film, Vie privée bien sûr. Vous êtes une résiliente, je dirais, parce que tout a commencé très tôt, très jeune, et dans ce tourbillon que peut être la notoriété ou Hollywood, ça peut être parfois très compliqué. En version, on l'a vu avec beaucoup d'exemples. On va commencer par un petit triptyque très français, avec vous en images. Regardez, première apparition. Clo-Clo dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des clip-crap, des et des zip-shabam. 1977, vous êtes avec... Vous vous souvenez de ces images, ce moment-là? Oui, je me souviens de la journée, je me souviens du smoking, oui, tout. Et il était très gentil. Il était très sympa? Très sympa. Autre image, au Trocadéro. Alors là, ça, c'est avec Bernard Giraudot à l'époque, Moi Fleur Bleue. Autre tournage, parce que vous tournez à cet âge-là en France. C'est vrai, j'étais en France pour faire le film. Et d'ailleurs, dans cette scène-là, j'étais en train de faire comment ça s'appelle, du skateboard. Une américaine du lycée français de Los Angeles, ici, pendant le tournage de Moi Fleur Bleue d'Éric Lehain.
Arme favorite, la planche à roulettes. Objectif, devenir écrivain puis metteur en scène. Du skateboard, voilà, exactement. À autre cadre, nous sommes en face de ça. Exactement, Oui. on n'est pas loin du tout. Pas loin. Et puis il y a eu Cannes. Je trouvais que c'était la première fois que j'ai aimé ce que je fais. Et j'étais venue de film, j'ai dit, bon, c'était très bien. Et j'ai fait très bien, c'était la première fois. 1967, vous arrivez à Cannes pour la promotion de... J'avais pas autant de vocabulaire en français à l'époque. Là, j'ai quand même amélioré. Là. Enfin, c'était déjà pas mal. 1967, donc le déclic, c'est ça, c'est Taxi Driver et vous arrivez à Cannes. D'abord, vous n'étiez pas prévu au programme, c'est votre maman qui vous a emmené à Cannes pour la promotion. C'est ça. Elle a payé l'avion parce que le studio ne voulait pas payer l'avion. Et on est venu, il y avait Martin Scorsese, il y avait Harvey Keitel et Robert De Niro. Et ils avaient tellement peur, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y avait un moment où ils avaient peur. De scandale autour du film. Il y avait une sorte de scandale autour du film parce que c'était violent. Oui, ils ont resté dans l'hôtel et c'est moi qui ai fait la tournée de presse, toutes les junkets et tout ça. Votre rencontre avec De Niro, comment ça se passe? Il est très bavard, pas du tout bavard sur le tournage? Non. Il n'est pas bavard du tout, non. Vous avez quel âge là? J'avais 12 ans. Et tous les deux, Scorsese et Robert De Niro, ils avaient déjà travaillé ensemble. Oui. Et pourtant, j'avais déjà fait plusieurs films, plus de films qu'eux. Mais eux, ils avaient une sorte de connaissance, d'amitié. Et ils ne savaient pas comment me parler, du tout. Alors c'est vraiment Scorsese qui a commencé à rigoler, il ne savait pas quoi me dire, et c'est Robert De Niro qui a pris le... Oui. Qu'est-ce que tu reproches à ce nom-là? Je le trouve très joli, moi. Ouais, toi, tu trouves? C'est pas ma vraie voix. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est la version française. Oui, c'est la version doublée, c'est pas ma vraie voix. Et pourtant, j'ai doublé beaucoup de films en France. C'est vrai? Oui, beaucoup de mes films sont doublés par moi-même. De Niro, pas très bavard, mais en même temps, il va vous apprendre quoi? Qu'en fait, il faut travailler pour façonner un rôle? Ah oui, à l'âge de 12 ans, je pensais que peut-être le cinéma, c'était un job assez bête. Fluide. Parce qu'on me demandait juste de lire des répliques, c'est tout, être naturel. Et là, c'est De Niro qui m'a vraiment fait comprendre que le vrai travail, c'était de créer un personnage. Et c'était à moi de mettre l'effort, l'énergie pour créer un personnage et d'approfondir. Quand vous décidez maintenant de venir à Paris pour parler de ce film de Rebecca Zlotowski, le pitch, comme on dit en France, comment on peut dire? Vous êtes ce personnage de Liliane Steiner, c'est ça, psychanalyste, qui va devenir détective, et cela après la mort et la disparition de l'une de ses patientes, incarnée par Virginie Efira. Par Virginie Efira. Ça, c'est un bon pitch, ça va, on a bien résumé les choses. Pitch, oui. elle finit par s'investiguer, en fait, au cours de cette investigation, avec l'aide de son ex-mari, joué par Daniel Auteuil, et son fils, joué par Vincent Lacoste. Tu fais ces poubelles? C'est mon boulot. On oscille entre la comédie à la Woody Allen, il y a toujours ce tempo-là, et en même temps, on est pris par l'enquête. C'est un polar qui a quelque chose qui, finalement, nous emmène et nous emporte au fur et à mesure. Il y a une sorte de mélange de genres, en fait, parce que vous avez ce côté un peu marrant de Woody Allen, mais vous avez aussi un peu de Hitchcock aussi. Thriller de Hitchcock, avec la psychanalyse, Freud, les symboles de Freud, et puis aussi une sorte de comédie romantique, un peu mystère, tous. On finit par se demander si sa quête, c'est la quête véritablement de comprendre et de savoir les mystères de cette disparition, ou si c'est une quête d'elle-même. Je pense que c'est une quête d'elle-même, oui. C'est une sorte d'excuse. Parce que c'est quelqu'un elle est une très mauvaise analyste. Elle n'écoute pas. Elle est un peu frustrée, un peu trop gérante. Et là, à travers cette investigation sur soi-même, à travers l'hypnose d'ailleurs, elle doit concevoir que finalement, elle a beaucoup à apprendre. Elle a beaucoup à apprendre. Tourner un film en français, pour vous, c'est particulier, cette langue que vous maîtrisez, et en même temps, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous? Est-ce que vous jouez différemment? C'est un grand défi de jouer en français, parce que j'ai pas vraiment les mêmes moyens d'improvisation. Et j'ai toujours peur que je communique mal les choses, que je n'arriverai pas à m'exprimer, j'oublierai mes paroles. Alors je suis toujours un peu angoissée. Et je pense que ça donne mon personnage une chose différente. Votre ton, votre voix, elle est différente en français et en anglais. Oui, c'est vrai que ma voix est beaucoup plus haute en français qu'en anglais, parce que j'ai appris le français de ces bonnes femmes un peu de l'époque, qui parlaient un peu comme ça. Alors j'ai dû prendre leur accent. Alors une question... Ce film, il y a toujours un peu le docteur Freud qui flotte au-dessus de ce film. C'est une question psy de ce soir. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous a rendu, vous, la plus heureuse dans la vie? Et
je voudrais que vous me répondiez en anglais pour voir cette différence de phrasé. What made me happiest in my life? I think my kids. I think it's really my kids and my family life, the life that I have that has nothing to do with the movie business. La voix est différente. Hein? Différent. Oui. Plus grave. Plus grave. Plus posé. Oui. Non, bon, c'est ça l'anglais. Et dans le jeu, justement, est-ce que en jouant en français, on est un peu déstabilisé? Certainement. Je suis absolument déstabilisée en français parce que je suis toujours angoissée par le fait que je ne vais pas savoir mes paroles peut-être, ou que quelqu'un va me jeter quelque chose imprévu et que j'aurai pas de réponse. Il y avait eu ces films, Le sang des autres, Un long dimanche. Là, c'est encore un personnage plus fort, plus présent encore que dans ces films. Oui. En écho à ce film, justement, avec cette lentille freudienne, est-ce que vous avez vous-même mis du temps, finalement, à vous connaître? Oui, bon, ça a pris 60 et quelques années pour me connaître. Là, vous en êtes où? J'espère que je ne suis pas à la fin. Non. Mais la sagesse que j'ai maintenant, à cet âge, c'est que, au début, je pense que j'étais au centre de tout. Et que moi, j'étais la chose la plus importante. Et ma version des choses était la chose la plus importante. Mes références étaient les choses les plus importantes. Et là, à 60 ans, je ne suis pas intéressée trop par moi-même et beaucoup plus intéressée par les autres et par les voix que j'ai jamais entendues avant. La personne qui est à l'origine de tout, au départ, c'est votre maman. Oui. Evelyn Brandy Foster, oui, c'est ça. Elle était publiciste. Vous nous avez parlé de sa passion pour la France. Oui. Elle avait une passion aussi pour le cinéma, pour emmener sa fille sur ces plateaux. Vous étiez au lycée français à Los Angeles. Oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ce jour où vous étiez encore en tenue du lycée français et que vous vous retrouvez pour justement vous présenter avec elle pour le Taxi Driver, pour ce film-là? Ah oui, c'est vrai, j'étais en uniforme. Et comme j'avais déjà fait un film avec Scorsese, Alice ne vit plus ici. Il m'avait demandé de venir à son bureau pour parler de ce nouveau personnage dans Taxi Driver. Ma mère m'a dit, ah non, un prostitué avec des culottes courtes, non, ça va jamais marcher pour elle. Vous allez la voir dans son tenue du lycée. Et pourtant, il a dit, non, tout va bien, on va l'utiliser. Elle avait quelque chose en tête, c'est que, parce que vous avez commencé effectivement très jeune, que vous soyez toujours respectée. Est-ce que durant toutes ces années, vous, en tant que jeune fille et en tant que femme, vous avez été respectée par cet univers hollywoodien? Oui et non. Comme tous les êtres humains, j'ai des micro-agressions, bien sûr, de respect dans la vie, mais je pense que j'ai réussi à avoir la force de surmonter tout ça. Parce que quand même, j'étais une jeune femme dans une era. Dans une époque où les femmes n'étaient pas les metteurs en scène aux États-Unis, les femmes ne géraient pas les boîtes, les femmes n'étaient pas censées avoir des opinions. Moi, je jouais les femmes fortes qui étaient au centre des histoires. Et ça, c'était une chose dont j'avais à lutter. Ça veut dire que les temps ont changé et que le combat continue. Il faut continuer. Ah oui, le combat continue pour tous les êtres humains, d'être respectés en tant qu'être humain au lieu en tant que genre. Vous avez choisi aussi le cinéma pour ça, pour exprimer des choses, pour dire des choses. C'est là-dedans qu'on trouve vos choix. Je ne sais rien faire d'autre. Je sais parler français et, comme vous avez vu, je sais tourner un basketball autour de mes doigts, mais sinon, j'ai aucun talent. Et les études à Yale, c'était aucun talent? Vous avez fait des études brillantes, vous avez été diplômé de littérature. C'est vrai. C'est vrai, j'ai fait des études de littérature et surtout, je pensais que ma carrière serait finie à l'âge de 18 ans. Je pensais que c'était fini. Que c'était une parenthèse, finalement. Oui, c'est ça. Et que c'est ça ce que ma mère me disait. À 18 ans, ta carrière sera finie. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Et moi, je pensais que je voulais être écrivain ou alors professeur. Voilà. Écrivain, professeur et finalement actrice. On va voir apparaître... Et nous, on s'en plaint pas parce que regardez, on voit votre filmographie qui va apparaître. Taxi Driver, Les Accusés, Le Silence des Agneaux, Nell, Contact, Panic Room, Inside Man, et puis la réalisation Le Petit Homme, Week-end en famille, et puis la réalisation d'House of Cards, de série aujourd'hui. Elle dit quoi de vous, donc, cette filmographie et vos choix? Qu'est-ce que ça raconte de vous? Les films que j'ai faits, les feuilletons que j'ai faits, je sais pas, c'est tout moi. C'est tout ce que j'ai à donner. Dire des choses, j'ai tout donné. Vous avez tout donné. Tout ce que j'ai à dire, c'est sur l'écran. Et si vraiment les gens veulent me connaître, il faut voir mes films. Voilà. Ouais, et vous avez en tête le nombre de scénarios que vous avez lus depuis toutes ces années? C'était incroyable. Des milliers. Des milliers. Et est-ce qu'il y a eu des regrets, des moments, des choses que vous avez lues en disant c'est pas pour moi, et puis après vous avez dit
J'aurais peut-être dû dire oui. 2-3 fois. Quelques-uns, 2-3 fois, mais pas vraiment. Je vous demande pas quoi. Hein. Pas vraiment. Faut jamais en parler. C'est pas parce que les films n'étaient pas bons, c'est plutôt que c'était des choses qui m'intéressaient pas. Et des fois, c'est vraiment un jeu d'instinct. Ouais. De dire oui, de choisir, le choix, c'est un instinct qui sort de votre estomac, dont vous n'êtes pas conscient vraiment pourquoi vous dites oui. Il y a des rôles où on est venu vous chercher. Oui. Et puis il y a des rôles où vous êtes allé les chercher. Oui. Est-ce que celui-ci, vous êtes allé le chercher ou pas? Moi, c'est l'un des rôles qui m'a le plus marqué, l'agent Starling. Ça, j'ai dû vraiment me lutter pour avoir ce rôle. J'étais pas son premier choix, je le savais. Le moment qu'on a pris Jonathan Demme, je savais très bien qu'il allait demander pour quelqu'un d'autre. Il avait prévu, là on vous voit, prévu quelqu'un d'autre dans sa tête, dans son casting. C'était Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Oui, qui est génial. Oui, bien sûr, qui aurait été génial. Et je lui dis, j'ai pris un avion pour lui rencontrer et pour lui dire, j'ai envie d'être votre second choix. Si jamais quoi que ce soit y arrive, j'aimerais bien être votre second choix. C'est génial d'oser dire et d'aller voir quelqu'un en lui disant, je suis pas votre premier choix, mais si un jour, ça marche, je serai votre second. Ouais. Et c'est ça qui a fait la bascule. C'est ça. Ce film, ce rôle, ce personnage, il y a des personnages comme ça qui deviennent, qui marquent. Vous l'avez senti sur le tournage ou pas du tout? Je pensais qu'on faisait quelque chose de très spécial et de très vrai. Oui. Et je ne savais pas si les gens allaient l'accepter. Ça, je ne savais absolument pas si ça allait être un succès, mais je savais que je faisais quelque chose d'important. On va voir apparaître un visage, celui d'Anthony Hopkins. Oui. Moi, j'ai une question que je me pose quand même, forcément, et tout le monde se la pose. Ça fait, comme on dit en France, un peu flipper, un peu peur, oui. Un peu peur, Anthony Hopkins. Oui, il m'a fait peur. Même dans vos face-à-face, tous les deux, en tournage? Oui, surtout quand on a fait la première lecture ensemble. Je l'avais même pas rencontré, on était face à face sur une table avec plein de gens. Et le moment qu'il a commencé à parler, moi j'avais la trouille. C'est vrai qu'on ne s'est presque jamais parlé après. On a fait des scènes ensemble où lui, il était derrière un mur, et moi j'étais de l'autre côté du mur. Et on ne s'est pas parlé. C'était juste à la fin du film, le dernier jour de tournage. Et il m'a dit, tiens, Jodie, tu sais, j'avais toujours peur de toi. J'ai dit, non, mais moi, j'avais peur de toi. Et on s'est donné un gros câlin et c'était fini. Après, on était amis. Et ce succès fou qu'a été ce film au niveau international. Dans Le Silence des agneaux, vous êtes presque le seul personnage féminin. C'est vrai, oui, c'est vrai. Sauf les victimes, jouées par Brooke Smith, qui est dans la cave. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, j'étais entourée d'hommes toute ma vie sur les plateaux de cinéma. Moi, j'ai vu que comme j'ai dit, des frères et des pères qui m'ont tout appris et dont je suis très reconnaissante. Est-ce que vous sentez cette bascule aujourd'hui de la société américaine? Les temps ont changé, mais est-ce que vous êtes inquiète de voir que finalement les minorités seraient, entre guillemets, d'un retour en arrière potentiel? Je pense que nous vivons tous un moment où on a peur d'un recul, d'un recul culturel. Et moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste. Et je crois dans le Reverend Martin Luther King qui disait que la flèche de l'histoire va toujours en avant. Elle peut pas retourner même en arrière. si elle tourne un petit peu en avant et arrière, à la fin, ça finit par aller en avant. Je vais croire en ça. On va retenir que vous êtes optimiste et qu'il faut le rester. Bah voilà. À chaque fois, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit j'y vais pas. Vous l'avez dit, je pensais que c'était une parenthèse. Le cinéma, il est venu vous rattraper et souvent avec des récompenses. Ce fut le cas à Hollywood, justement, en 1989 avec cet Oscar. Regardez. And the Oscar goes to Jodie Foster, The Accused. Tom Cruise et Dustin Hoffman. Eh oui. Oui, quelle journée. Il y avait toute ma famille, il y avait mon ami, il y avait mon neveu, là, Christian. Et oui, enfin là, ce qui était génial avec Les Accusés, enfin génial et aussi difficile, c'était que j'étais la seule qui était nominée du film. Et j'étais toute seule. Alors j'avais cette énorme récompense et pourtant j'étais toute seule. Il n'y avait pas l'équipe, il n'y avait pas mes amis, il n'y avait personne. Mais quand j'ai eu l'Oscar pour Silence des agneaux, qui va venir peut-être bientôt, là il y avait tout le monde autour de moi. Il y avait le metteur en scène, il y avait les producteurs, il y avait le monteur. Il y avait... Regarde. Et voilà. On va regarder. I'd like to dedicate this award to all of the women who came before me who never had the chances that I've had, and the survivors and the pioneers and the outcasts. And
my blood, my tradition. And I'd like to thank all of the people in this industry who have respected my choices and who have not been J'arrivais pas à respirer. Vous n'arrivez pas à respirer. C'est vrai, j'ai un manque de respiration. Peut-être que vous n'arrivez pas à respirer parce qu'il y a une émotion tellement incroyable. C'est vrai, c'est émotionnel. Cela représente quelque chose de forcément d'incroyable de recevoir un Oscar, un deuxième Oscar, ou finalement vous vous dites sur ce chemin-là, bon voilà, c'est venu, c'était là. Ça déstabilise aussi parce qu'on a peur que nous sommes là pour les mauvaises raisons. Alors il faut toujours prouver, encore une fois. Vous avez eu cette sensation-là tout au long de cette carrière, que finalement il n'y avait rien de définitif. Il fallait tout le temps remettre le travail sur l'établi. C'est ça. Comme je dis, je ne croyais pas à mes récompenses. D'ailleurs, juste après, c'est qu'on appelle ça que j'ai gagné syndrome l'Oscar, de l'usurpatrice. Voilà, juste après que j'ai gagné l'Oscar pour Les Accusés, le premier, je suis allée tout de suite réaliser un film. Parce que ça m'a donné la possibilité d'envoyer mes rêves dans une différente direction. Vous avez été en compétition lors de l'une de ces cérémonies avec une comédienne qui a un statut particulier dans votre cœur. C'est elle. Ah, Meryl Streep, oui, la plus grande. Pour vous, elle est la plus grande. Ah oui, elle est la plus grande de tous d'ailleurs. Mais enfin, ce que je lui ai dit et que je lui dirai encore une fois, je dis, tu sais, c'est pas toi, hein, c'est tes parents qui t'ont fait. C'est vraiment, elle est née comme ça. Hein, c'est un don de Dieu ou de quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose. Elle est née avec ça. Ça fait partie de sa chimie. Vous connaissez la question sur la route de Madison? Cette fameuse question où on se pose l'idée de savoir qu'est-ce que vous auriez fait, vous, dans la route de Madison, quand elle est dans la voiture et qu'elle hésite à ouvrir la porte. Vous auriez ouvert cette porte ou pas? J'en sais rien. Tout ce que je me souviens de ce film, c'est que le film, il était... Mais Meryl Streep, elle était géniale. Incroyable. L'italienne qui parle avec ses doigts, tout ça. Mais tellement de films. Cry in the Dark, par exemple, le film, on était nominés ensemble. Et j'ai toujours cette sensation de culpabilité parce que c'est sa meilleure performance. Et c'était elle qui aurait dû. Mais elle en est déjà assez. Oui, elle en a déjà pas mal. Elle sait tout jouer, elle a pu tout jouer. Je voudrais juste vous poser une question et revenir sur ce qu'on a vu et cette carrière, cette histoire. On a commencé avec Claude François et on voyait Taxi Driver et vous très jeune. Et puis aujourd'hui, ce personnage dans le film de Rebecca Zotowski. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, des jeunes acteurs ou actrices, elles peuvent se dire comment on fait pour ne pas chuter, pour ne pas être fragilisé et parfois même paraître happé par ce succès quand il est là. C'est pas vraiment le succès, c'est plutôt une manière de vie qui n'est pas humain, en fait. C'est très bizarre. C'est la manière de vivre et le fait d'avoir le regard des autres, le fait d'être à part, de vivre dans un monde à part. Objectifié, même objectifié par soi-même, c'est pas naturel tout ça. Et alors il faut trouver, comme on dit, une apparatus de respiration pour pouvoir survivre. Et c'est chacun, il faut le trouver pour lui-même. Pour moi, je dis, c'était avoir une vie qui était bien schématisée, vie publique, vie privée. Tous les deux n'ont rien à voir avec l'autre. C'est aussi pour ça que quand vous étiez étudiante à Yale, et là ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu vous emporter. Il y a eu cette affaire avec cet homme qui avait écrit une lettre de passion pour vous en écho au film de Taxi Driver. Il a voulu attenter à la vie du président Reagan. Ça, dans une histoire, dans un parcours, ça pourrait détruire. Et vous êtes sorti de là parce que quoi? Parce que votre mère, elle vous a isolé de tout ça? Vous n'avez jamais répondu aux questions sur cette question? C'est ça, enfin je préfère toujours d'ailleurs de ne pas en parler, parce que quand même à l'âge de 18 ans, je voulais pas être connue pour une partie de l'histoire qui n'avait rien à voir avec moi. Avec votre histoire. Quelqu'un vous avait volé, entre guillemets, votre histoire. Alors je préfère ne pas en parler. Ben voilà, j'en parle pas. Alors, Jodie Foster, vous avez une carrière incroyable. Toutes les comédiennes n'ont pas ça. Vous avez une astéroïde qui porte votre nom? Un astéroïde, pardon. Vous avez un astéroïde qui porte votre nom? Apparemment. Qui a décidé ça? C'était en écho, quoi? À Contact, à ce film, qui était un film assez incroyable de Zemeckis. Ça a dû être un scientifique qui a décidé qu'il allait nommer cette étoile avec mon nom à cause de Contact. Parce que Contact, quand même, c'était pour les gens scientifiques et aussi pour les gens religieux. Était
était vraiment un film qui a posé toutes les questions. Il y a la spiritualité, il y a la science et la spiritualité au cœur de ce film. C'est Comme ça. Carl Sagan, l'écrivain qui a écrit le roman de Contact et qui était un grand penseur aux États-Unis, c'est vraiment l'œuvre importante de sa vie. Vous avez la foi, vous, Jodie Foster, vous croyez en quelque chose? Moi, je suis exactement comme Elie Haraway, c'est-à-dire que la foi et la science, pour moi, c'est la même chose. Il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas, et ne pas connaître, c'est merveilleux. Ouais, Pourquoi se dire qu'il faut avoir toutes les réponses? Je sais très bien que les réponses, je ne les ai pas, et je suis heureuse avec le mystère. C'est pas mal le mystère aussi pour... C'est pas mal le mystère. L'heure de notre rendez-vous, 60 secondes. Des questions courtes, des réponses courtes, en écho à votre relation un peu avec la France. Il y aura quelques éléments. Il y a un petit jingle qui va commencer. Et après, on fait cette interview avec Jodie Foster. Top Magnéto. Le chronomètre est parti. Êtes-vous plutôt finale du Super Bowl ou finale de la Coupe du Monde de football? Super Bowl. Plutôt burger ou croque-monsieur? Burger. Bourgogne ou vin californien? Je ne bois pas bourguignon. Plutôt que Bourgogne. Pancakes, sirop d'érable ou baguette beurre salé? Baguette beurre salé. Mer Méditerranée ou océan Pacifique? Méditerranée. Yale ou la Sorbonne? Yale. Plus beau souvenir de tournage avec Claude Chabrol ou Martin Scorsese? Martin Scorsese. Un auteur, Toni Morrison ou Albert Camus? Toni Morrison. Un peintre, Claude Monet ou Edward Hopper? Edward Hopper. Au casting d'un prochain film, Kristen Stewart ou Camille Cotin? Oh, ça c'est difficile. C'est compliqué. Camille Cotin. Quel est votre mot préféré en français? Écureuil. En anglais? Bliss. Le film que vous pouvez voir et revoir et revoir? Bêtement, un film qui s'appelle Team America. Si Elon Musk vous proposait de partir dans l'espace à bord de SpaceX, vous diriez oui ou non? Je dirais non. Enfin, connaissez-vous les paroles de la Marseillaise? Absolument. On peut avoir un petit bout de la patrie, jour doit être arrivé. Enfin, je peux continuer, mais vous le savez déjà. On a commencé en musique avec la nuit américaine, on a eu la Marseillaise. On pourrait envoyer Stevie Wonder parce qu'on est à quelques jours de votre anniversaire, ou je me trompe? Oui, c'est vrai. Et j'adore Stevie Wonder, alors pourquoi pas. Donc ça va, c'est pas mal comme fin pour finir. Merci mille fois en tout cas d'être venu nous rendre visite. On finit toujours avec des petits coups de cœur. En tout cas, on vous souhaite de revenir nous voir le plus souvent ici à Paris et en France. Longue vie à ce film, ce joli film, Vie privée, Rebecca Zlotowski. Merci à vous. À très bientôt, Jodie Foster. Merci. Tout de suite du cinéma sur France 2. Passez une très belle soirée et à dimanche prochain. Mais qu'est-ce que vous parlez vite? C'est fou. Hein. Bravo. Je parle trop vite. Ils nous disent tous. Non, mais moi, s'il fallait que je fasse ça avec le compteur comme ça, j'aurais peur.